Hello! J'espère que vous allez bien. Nouvelle chronique de Old Geek. Et oui, on prépare Noël. Attention, j'ai quelques projets dont je vais vous faire part peut-être en fin d'émission par rapport à cette période de fête. Mais tout de suite, on commence avec les achats. Au niveau des achats, j'ai craqué et je me suis acheté la réédition, une Star Edition de Yu Yu Hakusho. Alors Yu Yu Hakusho, c'est un manga de cœur. J'en parle d'ailleurs dans le dernier podcast des podcasteurs. J'en parle de façon très brève, malheureusement, mais voilà, je pourrais en parler des heures. L'ayant relu entièrement, je me suis vraiment régalé de cette lecture. Et voilà. Alors, cette Star Edition, j'ai pas mal de petites choses à vous dire qui sont assez marrantes sur cette Star Edition, donc des tomes qui sont plus épais. La Star Edition ne va compter que 12 volumes, là où l'édition normale en comptait 19. Alors ces chapitres, il y a beaucoup de chapitres. Alors à noter quand même qu'on a une petite page assez sympa, une couverture à l'intérieur, donc qui est plutôt pas mal avec un peu de papier glacé. Puis après on a, il me semble, 13 chapitres. Voilà, 13 chapitres par tome. C'est assez conséquent. Petite fun fact, cette petite banderole, on voit effectivement par l'auteur de Hunter x Hunter qui se retire. Je vais vous la retirer pour vous montrer la frise qui commence à se constituer, qui est quand même vraiment pas mal, voilà, avec un petit bout d'IA. Voilà. Et ce qui est marrant, moi ce qui m'a amusé, c'est que quand j'ai acheté, il y a très longtemps, Hunter x Hunter, et ben, il y avait écrit par l'auteur de Yu Yu Hakusho. et là, en fait, c'est le contraire. La suite est beaucoup plus populaire que Yu Yu Hakusho. Mais je ne peux que vous encourager de jeter un œil sur Yu Yu Hakusho. Sachant, je vais vous montrer aussi quelque chose d'assez intéressant, parce que donc, les tomes sont à 8 €, presque 9 €, hein, je ne sais plus exactement le prix. Et donc, dans ces deux tomes, on a l'équivalent en termes de chapitres du tome 1, du tome 2, du tome 3, et quelques chapitres du tome 4. Donc voilà, donc, vous comptez, hein, je ne sais plus combien coûte à l'unité, mais c'est quand même pas mal. Même si ce n'est pas une parfaite édition, financièrement parlant, je trouve ça quand même pas mal. Alors le lettrage a été revu un petit peu, il y a quelques traductions qui ont été revues aussi, notamment par rapport à Genkai, où on ne savait pas si c'était un vieux, une vieille. Le genre, des fois, était assez problématique dans les traductions. Voilà, sachant que la première édition en France de Yu Yu Hakusho, c'est 97, donc c'est il y a plus de 20 ans. Mais voilà, donc en tout cas, il y a quelques petites erreurs qui ont été corrigées, le lettrage est plus propre, mes exemplaires sont un peu jaunis. Alors effectivement, je vais vous mettre en face pour que vous puissiez comparer la couleur. Voilà, on voit quand même qu'ils ont un peu jauni et que là c'est beaucoup plus blanc. Voilà, après, l'histoire ne change rien, hein. C'est toujours cette histoire assez palpitante et assez pleine de rebondissements, de changements éditoriaux, de renversements, de trolls aussi. Il y a beaucoup de trolls de la part de Togashi. Voilà, en tout cas, moi je le considère comme ça. Rien que le début, c'est du troll, donc c'est vraiment très. Moi ça m'amuse. Ça m'amuse, je trouve ça assez marrant d'essayer de trouver, de comprendre, de voir. Et surtout, du Yu Yu Hakusho, même si beaucoup détestent la fin, il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes, très pertinentes, très amusantes. Il y a du fun, il y a vraiment du fun. Voilà. L'auteur est peut-être pas le champion de dessin, mais il a des idées et son style ne cesse de s'améliorer au fur et à mesure. Voilà, donc ça, petit achat manga. Autre achat, le point qui va devenir régulier finalement dans, dans les vidéos des chroniques de Geek, c'est le point Conan avec cette intégrale 1976 et avec la première apparition dans le run de Roy Thomas de Bélite. Et oui, Bélite, la reine de la Côte Noire, qui donc est tirée d'une nouvelle, hein, et qui est peut-être le personnage féminin le plus important pour Conan. En tout cas, c'est devenu vraiment un mythe, Bélite, alors que la nouvelle ne fait une trentaine de pages, une cinquantaine de pages. C'est vraiment très court, mais c'est un personnage qui a vraiment marqué les lecteurs.
les comics, etc. Et donc là, on retrouve dans cette intégrale que je n'ai pas encore totalement fini, donc les épisodes 58 à 69 de Conan, qui font le crossover avec Red Sonja, dont je vous avais parlé il y a quelques temps. Petite vidéo là. Donc voilà, je vais voir comment ça peut se lire, est-ce qu'il faut que j'intercale les deux, sachant que il me semble que dans l'édito de Red Sonja, il y avait Roy Thomas qui disait que ça se terminait par un épisode du roi Kull. J'ai pas l'impression qu'il a été publié, donc du coup, ça se trouve, l'histoire n'est pas complète. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, et voilà. J'ai pas lu l'édito, je lis jamais l'édito en premier, je lis toujours l'édito après avoir lu, de peur de me spoiler de l'histoire. Et deuxième achat Conan, et donc c'est la suite du run de Jim Zub, avec ce tome 4 de Conan le Barbare, donc qui reprend les épisodes 19 à 25, le 25 étant un épisode anniversaire, puisque c'est le numéro 300 en numérotation Legacy. Donc si on reprend tous les tomes de Conan depuis le début, ça serait le numéro 300, numéro anniversaire. Je l'ai lu, je vous en ferai une chronique. En tout cas, j'aime beaucoup cette couverture que je trouve vraiment très sympathique. Voilà. Donc on suit Conan suite à ce qui s'est passé et il découvre un nouvel endroit. Et ça, en fait, il y a pas mal de choses positives, mais je préfère vous en parler plus en détail quand je l'aurai vraiment bien lu, bien étudié pour vous faire une review sympathique. Et enfin, dernier achat, et non des moindres, ça va peut-être en surprendre quelques-uns parce que je parle assez peu de cette maison d'édition. J'en ai parlé qu'une seule fois en fait, pour un tome que je n'avais pas aimé. Voilà, un tome qui était pourtant leur succès de l'année et que je n'avais pas aimé. Je parle d'I Comics et j'ai acheté ce premier tome des Tortues Ninja classiques. Alors pourquoi, me direz-vous, pourquoi ce Tortue Ninja classique? Le classique, ça date des années 80, c'est peut-être un peu vieillot pour certains, c'était vraiment le début d'Eastman et de Laird sur les personnages des Tortues Ninja. Voilà. Pourquoi ne pas avoir pris le tome 0, ce fameux tome 0, tout le monde dit qu'il faut commencer par tome 0 pour commencer les Tortues Ninja, mais finalement le reboot, la nouvelle série des Tortues Ninja, j'ai pu voir le tome 0, je l'avais pas vu en fait en magasin, j'avais pas envie de le commander, voilà, je voulais jeter un coup d'œil. Donc je l'ai vu par hasard en magasin, j'ai jeté un coup d'œil et je me suis vraiment tâté, je m'attendais à avoir un choc graphique, un choc, etc. Bon, j'avais déjà lu le premier quand il est sorti chez Glénat il y a très longtemps, donc j'avais déjà des souvenirs. Mais voilà, je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, sachant que tout le monde crache sur le tome 1, voilà, et que ça va maintenant, je crois qu'il y a le tome 15 qui va sortir en janvier, c'est quand même une série assez longue, est-ce que j'ai envie de me plonger dans une nouvelle franchise par ce biais? Voilà. Bon, je réfléchissais, sachant que moi j'aime bien le vintage, j'aime bien tout ce qui est origine des super-héros. Ça ne me gêne pas de lire du rétro. Voilà, je vous ai déjà fait plusieurs chroniques sur soit les strips de Batman qui datent des années 30, soit les comics qui datent des années 60. Donc j'ai aucun a priori sur les vieux comics. Voilà. Ou en tout cas ceux qu'on appelle vieux. Parce que ce comics est né après moi. Bref. Et donc, de fait, je me suis dit, bon. Et en voyant une vidéo de Prof et Geek, où il parlait justement de son achat du tome 3 des Tortues Ninja classiques, voilà, j'en avais discuté un peu dans les commentaires, je l'avais feuilleté ce tome, pour être tout à fait franc, je l'avais feuilleté et je m'étais arrêté sur les dessins qui ne m'avaient pas trop plu. Je me suis dit, ouais, quand même, 40 €, les dessins ont l'air un peu amateurs, bon, le papier, j'avais trouvé plutôt de bonne qualité, mais noir et blanc, bon, je laisse tomber. Et en voyant les commentaires qui étaient plutôt positifs, je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut quand même y aller? Bon, j'y suis allé et je ne regrette absolument pas. Et d'ailleurs, pour vous prouver que je ne le regrette pas, on passe tout de suite à la review de la chronique. Et donc la review de la chronique, c'est donc ce tome des Tortues Ninja classiques, donc qui comprend 7 épisodes plus la micro-série Raphaël avec l'introduction du personnage de Casey Jones.
Alors, tout d'abord, bah, effectivement, c'est un objet quand même plutôt pas mal, hein. Je vais essayer de le comparer en termes de taille. Il fait exactement la même taille qu'un comics normal, hein, pour plus de 300 pages, avec un prix certes assez cher, hein, puisque 39,99 €, ça peut faire mal. Voilà, c'est quand même un budget, sachant qu'il prévoit, je crois, 6 tomes et que le troisième est sorti récemment. Voilà, donc, et que les tomes 1 et 2, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, ont été réédités suite à une période de rupture de stock. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire qui sont les Tortues Ninja. Je pense que depuis leur création dans les années 80, les films, les dessins animés, etc., je pense que tout le monde sait qui sont les Tortues Ninja. Néanmoins, ce qui est intéressant, un peu comme chose, c'est voir ce que ce comics raconte et comment après ça a été finalement reporté dans les autres adaptations. C'est aussi ça qui est très intéressant. Donc, voici le sommaire. Voilà, comme on peut voir, il y a un sommaire assez... La police est assez marrante, je trouve que la police est assez marrante. Donc on commence avec ce premier épisode. Alors, il y a des trucs alors, il y a pas mal de choses à voir et à essayer de comprendre sur ces comics. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'édition américaine qui est comme ça, hein. Je ne pense pas qu'un comics a fait de particularité, mais en fait, chaque épisode se conclut par des notes des auteurs. Alors, le plus souvent, c'est Kevin Eastman qui parle et qui va détailler, case par case, hop, planche par planche, pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, quelles étaient les intentions dans le dessin. Et donc ça, c'est très intéressant de voir finalement qu'ils ont essayé de reproduire des choses. Ils parlent notamment beaucoup de Kirby sur des pages à la Kirby. Et donc quand ils parlent de pages à la Kirby, ce sont des pages comme ceci. Hop, je vais vous montrer cette double page. Donc, cette double page où on peut voir qu'ils essayent de créer un effet dynamique et 3D à la Kirby. Voilà. Donc c'est ça qu'ils ont essayé de reproduire. Sachant que Peter Laird et Kevin Eastman, il n'y a pas de scénariste, il n'y a pas de dessinateur. En fait, ils ont tout fait à quatre mains. Ils dessinent, ils trament, ils lettrent, ils scénarisent. En fait, c'est vraiment un travail indissociable des deux. D'ailleurs, dans les notes, il y a une planche où il y a un des auteurs qui dit que vraiment c'était pas son idée et qu'il a laissé faire, mais ils se sont vraiment aidés pour réaliser ce comics. C'est vraiment un travail d'équipe à tout niveau. Il n'y a pas le scénariste et le dessinateur. Ils sont ensemble et ils avancent. Et du coup, ça donne un style à la fois très particulier, tant à la fois au niveau de l'histoire et au niveau des graphismes, qui m'ont paru effectivement un petit peu au début un petit peu bizarre, hein. Je vais pas le cacher, hein. Je suis pas un grand dessinateur, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut voir maintenant, ça peut peut-être dénoter, parce que voilà. Mais l'histoire est passionnante et on se laisse très vite emporter. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de voir ce qui a été repris. Si vous avez vu le premier film des Tortues Ninja des années 90, tout ce qui est dans le film est présent dans le comics. C'est fou de voir à quel point ils ont repris tout ça, ils l'ont parfois aménagé, etc. Mais finalement, très peu, ils ont vraiment pris la subscientifique moelle de l'histoire pour la reproduire. Et c'est fou de se dire que finalement, voilà, le matériau de base pouvait être décliné des milliers de fois. D'ailleurs, dans la série animée de 2003, si vous regardez les premiers épisodes, c'est exactement ça aussi. C'est complètement fou. Voilà. Premier épisode avec Shredder, forcément. Shredder qui aurait pu s'appeler Rapman. Je vous laisserai lire, si vous l'achetez, les commentaires des auteurs par rapport à ceci. Voilà, Shredder avec toutes les origines des tortues, d'où elles viennent, les produits mutagènes, le rat qui a appris auprès de son maître, qui a recueilli les tortues. Et là vraiment, ça m'a vraiment fait rire. Parce que quand on regarde, on voit la référence et j'avoue que ça m'a fait vraiment rigoler. Je me suis dit, ouais, quand même. Parce qu'ils ont dit qu'ils étaient fans de Frank Miller, période Ronin. Mais en fait, regardez ce qui se passe. Donc là, on voit que voilà, il se balade et que
il y a un produit, il y a un aveugle qui va sur la route et quelqu'un le sauve du camion qui projette un produit mutagène. Alors le produit mutagène ne tombe pas dans les yeux, mais va heurter un aquarium avec des tortues et se briser. La référence, le clin d'œil à Daredevil est tellement fort dans ces quelques planches. Je me dis, mais bah oui, évidemment, c'est pas du copier-coller parce que vous pouvez voir que le style est assez différent, mais l'aveugle qui marche sur la route, le camion plein de produits chimiques qui arrive, le jeune qui le sauve, et voilà, c'est Daredevil. C'est Daredevil, c'est vraiment un hommage très marrant. Et d'ailleurs, ils essayent, ils l'ont dit au cours des différentes notes que constitue cet ouvrage, qu'ils ont toujours essayé de piocher un petit peu. En fait, ils ont fait le comics pour eux, en prenant ce qui les intéressait, ce qui les motivait, ce qui les passionnait. Et ça s'est vendu. Et voilà, l'histoire commence comme ça. L'histoire commence comme ça, avec un nombre de comics qui maintenant est quand même assez fort. Alors c'est vrai que dans les années 80, les comics vendaient beaucoup plus que maintenant. Mais quand même, premier épisode à 3000 exemplaires, ça peut paraître faible, hein, mais il y a certains comics aujourd'hui, en indé, qui vendent pas ça. Et pour un premier numéro, voilà, donc c'était... et après, bon, forcément, la machine s'emballe et ils font de plus en plus de choses. Donc un premier épisode qui reprend toute la partie, finalement, quasiment du premier film, avec les origines, avec le combat contre Shredder, avec le plan foot. Il y a déjà tous les éléments qui constituent le lore des Tortues Ninja. C'est incroyable. C'est incroyable. Et toujours avec des doubles planches où ils essayent de faire le maximum de dynamisme. Voilà. Donc, le deuxième épisode qui va introduire... Alors là aussi, deuxième épisode, je me suis marré quand j'ai vu ça. Ça m'a fait vraiment sourire. Parce que, alors, on voit l'habitat des... On voit l'habitat des tortues. Et on peut voir, ce qu'ils lisent. Donc, Donatello qui lit Dune, il me semble que c'est Donatello qui lit Dune. Non, c'est pas Donatello, c'est Raphaël. C'est Leonardo, pas. Raphaël et Michelangelo sont en train de se battre. Donatello est en train de faire de l'électronique. Et ce qu'on peut voir aussi, alors je sais pas si vous allez le voir bien, mais ici en dessous il y a écrit Stupid Wars avec une vision, parce que ça doit être en pleine période de Secret Wars par Marvel. Et donc, voilà, Stupid Wars. Ils font aussi des références à Cereberus, un comics indépendant qui a beaucoup marqué ces époques-là. Donc voilà, il y a plein de petites choses à piocher par-ci par-là qui sont assez savoureuses. Et on introduit dans cet épisode les fameux Mauser de Dr. Stockman et la première apparition d'April O'Neil. Si vous avez vu la série de 2003, la série animée, April, voilà, qui est donc assistante du Dr. Stockman et qui a programmé ces Mauser qui sont là pour détruire les rats. Forcément, je vous dis pas l'histoire, mais ça rebondit sur autre chose et les tortues se font traquer par ces robots. Donc très vite, on introduit des nouveaux personnages. Le troisième épisode, c'est une course-poursuite. Une course-poursuite et qui se finit par un cliff assez démoniaque. Moi, je trouve que là, les auteurs, ils sont vraiment allés à fond. Un cliff démoniaque que je ne vous révélerai pas. Mais sachez que les tortues, à la fin de cet épisode, vont vraiment être mis dans des situations extraordinaires et qui sortent vraiment du contexte urbain dans lequel elles ont été placées. Voilà. Et les auteurs ont vraiment réussi à faire quelque chose de pas mal. On a également la micro-série Raphaël avec l'apparition de Casey Jones. Combat, qui est d'ailleurs intégralement repris, presque coup par coup, dans le film des années 90. Voilà. Que dire de plus? Le personnage est défini simplement. Sa relation avec Raphaël devient claire. Vraiment du travail qui est vraiment bien fait. Voilà. Donc je ne vais pas vous en révéler beaucoup plus sur ce premier tome qui m'a beaucoup plu, tant au niveau de l'histoire que du dessin, parce qu'à force de regarder en détail le dessin, on peut se rendre compte que certes, on n'est pas sur du Alex Ross, on n'est pas sur du Pepe Larraz, mais ça ne manque pas de qualité et de détail. C'est ça qui est très important, c'est que vraiment c'est
pas mal du tout. La couverture fait un peu, voilà, on voit le shredder sur le bord. Normalement, c'est une couverture qui tourne, qui est globale. Voilà, alors, des fois, peut-être un petit bémol, c'est qu'on a du mal encore à voir quelle tortue, parce que les tortues n'ont pas leur bandeau de couleur, parce que c'est en noir et blanc. Leurs armes ne sont pas forcément toujours bien indiquées sur elles, donc des fois, on a un petit peu de mal de savoir qui parle, voilà. Mais ça reste vraiment anecdotique. On est pris dans l'action, les personnages se parlent, se répondent. Voilà. Il y a toute la dynamique des Tortues Ninja est déjà présente dans ce temps. Voilà. Plus au-delà. Et franchement, il y a vraiment du bon taf. Vraiment, c'est très intéressant. Voilà, c'était la seule chronique, comme j'ai un temps relativement long par rapport à ça, mais néanmoins, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler un petit peu de mes projets là sur cette fin d'année. Alors tout d'abord, vous avez peut-être vu, mais Mister No fait un calendrier de l'Avent des covers. Voilà, je vais donc, je lui ai proposé de parler si ça lui intéressait. Il m'a dit que oui, donc je vais donc tourner une petite vidéo où je vous présenterai une de mes covers que je préfère, en vous expliquant pourquoi. Donc n'hésitez pas à regarder sur sa chaîne par rapport aux autres covers, c'est toujours assez intéressant de voir pourquoi, comment. J'espère que je vais être assez complet pour vous expliquer pourquoi cette cover est une de mes covers préférées. Petit indice dans la vidéo, si vous checkez, il y a des indices. Voilà. Donc, au niveau de ma chaîne, j'ai plusieurs idées. J'aimerais faire une tier list de toutes les chroniques que j'ai pu faire cette année pour effectivement, alors soit comics, soit manga, soit les deux, à voir, peut-être une de chaque. Je pense que ça va être plus intéressant pour voir finalement parmi mes lectures lesquelles m'ont plus plu. Donc ça sera uniquement basé sur les vidéos que j'ai pu faire. Comme ça, vous avez à la fois mon ressenti au moment où je l'ai lu et mon ressenti un peu plus tard, après digestion de l'ensemble. Donc je ferai probablement ça. Alors j'hésite à le faire en live pour des soucis de connexion et surtout d'ordinateur qui surchauffe. Sinon, si je ne le fais pas en live, je le ferai peut-être, je me filmerai, je le mettrai à disposition et je le mettrai en première de manière à pouvoir partager avec vous. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. Voilà. Et j'essaie de voir comment je peux faire pour y aller. Voilà. Et dans l'idée, peut-être aussi que d'ici la fin de l'année, il y aura un nouveau podcaster. Pas d'autres gros projets sur la chaîne, hein, juste essayer d'être régulier, de continuer à partager avec vous. Hein. J'ai mon compte Instagram, sur lequel n'hésitez pas à me rejoindre et je vais essayer de poster un peu plus souvent là en période de congé. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis ciao!